Jetzt mal in die Mitte hier. Geh mal rein in die Mitte dann. Genau. Fällt es nicht so auf, das wäre noch viel. Das ist eine gute Idee, das Wasser. Du bist schon online. J'ai pas de micro, mais normalement j'en ai pas besoin. Est-ce que tout le monde comprend le français ou vous êtes anglophone ou vous êtes francophone? Francophone. Les deux. Si, là j'ai un micro. Bon, je vous parle en français parce que tous les messieurs vont vous parler en anglais. Je vous souhaite la bienvenue chez nous. Vous êtes un peu chez nous quand même, c'est à la TSR. Donc nous, on est propriétaires du bâtiment et tout ça, de vos chaises. Et... Moi, je viens juste vous dire 2 mots. Parce que je suis responsable du site qui s'appelle TSR Découverte et je fais du journalisme éducatif en fait. En fait, j'essaie d'expliquer les choses et de vulgariser beaucoup de choses. Et on a fait tout un dossier sur la physique quantique avec Alain Speck qui va venir vous parler ici, avec Nicolas Gisin de l'Université de Genève. On essaie de vous ouvrir un peu les portes de la physique quantique pour vous expliquer les notions de base et quelque chose. Vous avez un peu de tout, vous avez des vidéos, vous avez des articles, etc., etc. Et si vous avez des questions sur la physique quantique, évidemment, vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez les poser directement. Mais si vous en avez d'autres après, on a un forum de questions qui est ouvert pour vous. Et pour tous les gens que ça intéresse, sur notre site TSR Découvert, je vous ai laissé à l'extérieur des flyers. Vous verrez, c'est des flyers rouges et blancs avec une poule dessus. C'est de la com, ne vous en faites pas. Et il y a l'adresse dedans où vous pouvez aller poser vos questions sur notre forum. On y répondra dans les quelques jours. Ça n'est pas nous, ne vous en faites pas, pauvres petits journalistes suisses romans qui vont vous répondre, mais c'est des physiciens qui vous répondent directement. Donc ce forum est ouvert. Il y a beaucoup de questions lors du colloque Wright. Ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions lors du forum, donc on a ouvert. Ce forum existe toujours, mais il est à votre disposition. Si vous êtes féru aussi d'autres matières comme la biologie, l'archéologie ou d'autres choses, on a plus d'une douzaine de forums ouverts en relation avec les universités, l'université de Genève, mais aussi celle de Lausanne et de Neuchâtel. Voilà, c'est pour vous. Je vous laisse en compagnie de ces messieurs et je vous souhaite surtout beaucoup de plaisir parce que j'ai juste trempé un petit peu le doigt et le nez pour faire mon dossier quand même, pendant quelques semaines. C'est passionnant. Donc j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu moi. Bon après-midi. Bonjour, alors moi je vais prendre le relais et donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thierry Giamarchi, je suis professeur dans le bâtiment qui est juste à côté, à l'Université de Genève, dans ce qu'on appelle le département de physique de la matière condensée, et aussi un pôle de recherche national sur les matériaux. Alors ça fait qui s'appelle MANEP, ça fait des noms un peu bizarres. Et je suis la personne qu'on appelle le directeur scientifique, c'est-à-dire la personne qui a été chargée de mettre en place l'organisation de ce colloque Wright de cette année. Et donc je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fondation Wright, dont le président est maître Jean-Patrick, qui est ici, et aussi au nom de toute l'équipe, aussi bien à l'Université de Genève qu'à la Fondation Wright, que les personnes qui nous ont aidés pour mettre en place ce colloque. Je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette session de questions, de discussions avec des invités. Donc on a 3 invités, 2 vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Donc je vais vous les présenter. Alors vous remarquez que j'ai mis une cravate. Je vous assure, c'est pas du tout mon déguisement habituel. Je vois qu'il y a des gens qui ont été beaucoup plus sages que moi. Et donc je voudrais vous présenter les invités d'aujourd'hui. Donc on a Jochen Mannhardt. Je vais éviter de dire chaque fois professeur, machin, etc., parce que sinon on s'en sort plus. Donc Jochen Mannhardt, qui est à l'université d'Augsbourg et qui est un grand spécialiste de la physique des matériaux. Wolfgang Ketterle, qui est au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, et qui est un grand spécialiste de la physique des atomes froids. Donc il va parler de ça un petit peu, vous allez sans doute lui poser des questions, qui est prix Nobel de physique en 2001, et Rainer Blatt, qui est professeur à l'université d'Innsbruck, en Autriche, et qui est spécialiste de ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Alors moi, je suis juste là pour faire un peu la soudure, et en fait, c'est vous qui allez mener le débat. Moi, je vais m'arrêter de parler assez rapidement, parce que le but du jeu, c'est que vous posiez des questions aux invités, que vous discutiez avec eux, et que le dialogue s'établisse directement. Alors, on va peut-être faire une petite pause et d'abord demander, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions qu'ils aimeraient
Est-ce que vous avez déjà des questions ou des choses que vous aimeriez demander à ces conférenciers? Je laisse un peu de temps pour la traduction simultanée, de français à français, donc comme ça va. C'est bon? Tout le monde a compris la question? Parfait. Bon, alors comme en général au début c'est toujours un petit peu lent à démarrer, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes venu écouter ou discuter de mécanique quantique. Est-ce que vous savez ce que le mot, les noms mécanique quantique veulent dire? Est-ce qu'il y a des gens qui savent? Oui? Alors, je sais pas, c'est pas à moi peut-être que vous allez poser la question, mais on va se tourner vers les invités et donc voilà, on va démarrer. Donc, est-ce que la mécanique quantique, c'est ce qui a à voir avec le tout petit? Well, go ahead. We are all experts. Nous sommes tous des experts, donc n'importe lequel d'entre nous peut répondre. Pour dire les choses très simplement, en ce qui me concerne, la physique quantique, c'est une nouvelle compréhension de la nature qui a vu le jour il y a à peu près 100 ans, lorsque les gens ont compris que la notion d'organes, de corps, de particules qui se déplacent avec une vitesse et une position spécifique était incomplète et que cela n'était qu'une approximation par rapport à la véritable nature des particules. La véritable description, la description plus complète de la nature doit être différente et doit impliquer la quantisation, c'est-à-dire le fait que certaines quantités, telles que l'énergie, ne peuvent pas être modifiées de façon continue, mais seulement par étapes discrètes. C'est de là que vient le mot quantique et quanta. Et que la matière a intrinsèquement un caractère d'onde quantique. Je peux ajouter quelque chose si vous voulez. La mécanique quantique, comme le dit le mot, enfin l'expression est composée de deux mots, mécanique et quantique. Donc il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est qu'un quantum. Un quantum, c'est, comme Wolfgang vient de le dire, quelque chose qui ne peut pas être subdivisé en parties plus petites. Un quantum d'électricité, c'est ce que nous appelons l'électron. Un quantum d'air, dans cette salle, c'est la molécule d'air individuelle, oxygène ou azote. Une quantité qui ne peut pas être subdivisée d'énergie, c'est la plus petite quantité d'énergie qui peut exister. C'est ce que nous appelons aujourd'hui un photon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et lorsque l'on a affaire à la physique quantique, on a affaire à l'aspect mécanique, au comportement mécanique de ces petites particules essentiellement. Et la manière dont ces particules interagissent les unes avec les autres et comme elles fonctionnent dans le monde. De façon qui diffère de ce que nous connaissons de notre expérience quotidienne. En effet, dans le monde de la vie quotidienne, il y a des quantités énormes de particules. Prenez-moi, vous me voyez parce que vous voyez beaucoup de photons qui sont dispersés par les sources de lumineuses, etc. Vous voyez une image. Et moi, je ne vais pas changer, bien sûr, simplement du fait que vous me regardez. En tout cas, je l'espère. Mais supposons qu'il y ait un atome unique composé d'un seul photon. Ça, ce serait un monde assez pauvre avec une seule particule, un seul quantum d'énergie. Si ce photon unique était absorbé par l'atome, cet atome absorberait, phagocyterait le photon, obtiendrait davantage d'énergie, mais le photon aurait disparu. Le monde aurait changé. Le système lui-même aurait changé. Donc, chaque fois que l'on rencontre un changement du simple fait de l'observation du système, on est dans le monde de la physique quantique. Si tel n'est pas le cas, alors, d'ordinaire, on est dans le monde de la physique classique. C'est grosso modo comme ça qu'on distingue les deux. Le quatrième orateur du colloque Wright, qui est David Gross, qui est le directeur de l'Institut de physique théorique de Santa Barbara, qui est également prix Nobel de physique, et qui va participer à la discussion. So David, I will speak in French for the students, so you have the simultaneous translation. And now we continue.
Maintenant, nous pouvons continuer. Jürgen, pardon. Je voudrais ajouter en donnant un petit exemple qui, je crois, illustre bien le comportement quantique. Si quelque chose est en rotation dans notre monde, donc vous avez une toupie, par exemple, le jouet, la toupie, qui tourne. Dans la vie quotidienne, on peut procéder à une accélération continue. Donc la vitesse de la rotation augmente de plus en plus de façon continue. Or, dans le monde quantique, si on prend un électron ou un atome, la vitesse de rotation ne peut augmenter que par paliers, des paliers quantifiés. Si vous essayez d'accélérer la vitesse de rotation, elle reste identique. Vous poussez, elle reste identique. Vous poussez un peu plus et tout d'un coup, la vitesse augmente en passant au palier supérieur. Et vous poussez encore davantage, ça reste à cette même vitesse. Et puis tout d'un coup, ça passe à la vitesse supérieure par le biais d'un palier. Il y a donc des étapes, des échelons. Et la hauteur de cet échelon, de chaque échelon, est indiquée ou révélée par le quantum. Dans le monde réel, dans le monde macroscopique, donc, si vous modifiez la vitesse d'une toupie ou bien de cette bouteille, elle augmente aussi par tout petits incréments, par tout petits paliers. Mais les paliers sont de la taille qui correspond à ce que l'on voit dans la rotation des atomes. Et du fait que c'est un grand objet, on ne le voit pas. Donc, l'impression est que la vitesse augmente de façon continue. Mais en réalité, elle augmente par palier extrêmement petit. Vous avez compris tout ce qu'il a dit? On va revenir là-dessus. J'ai juste une remarque, avant qu'on passe à votre question, j'ai juste une remarque pratique au niveau du son, du niveau de son ambiant. Si vous n'utilisez pas les casques de traduction, soyez sûr qu'ils sont coupés, parce que sinon on entend les traducteurs comme ça fait un bruit de fond, et du coup ça génère un peu des interférences. Alors ça, c'est un terme bizarre, on va revenir là-dessus aussi. Vous aviez une question? Allez-y. Peut-on seulement définir la physique quantique comme la physique moléculaire? So can one define quantum physics as molecular physics? Well, I would say Ma réponse est non. La physique moléculaire, c'est un sous-ensemble de la physique quantique. La physique moléculaire, ça signifie que la matière a une structure atomistique, que la matière n'est pas répartie de façon continue, mais existe atome à côté d'un atome, molécule à côté d'une molécule. Mais autrefois, les gens pensaient que la matière était composée d'atomes, mais utilisaient une description classique pour les atomes. La physique quantique, ça va donc beaucoup plus loin. La physique quantique, et j'espère qu'on pourra en parler davantage aujourd'hui, inclut le fait qu'un atome, parce qu'il nous faut une description ondulatoire, peut se trouver à deux endroits à la fois, en même temps. Donc c'est plus qu'une approche ou une description purement atomistique ou moléculaire de l'univers. Ouais, y a pas... Ça, ils ont l'air comme ça terrifiants, mais ils mordent pas. Hein. Non. Oui. Alors, allez-y. Comment ça se fait que l'électron il tourne autour du noyau, mais sans savoir où il va un peu? C'est un peu indécis sa trajectoire. Comment ça se fait? L'idée qu'un électron tourne autour du noyau, c'est une présentation tout à fait classique des choses que l'on a apprises à l'école parce qu'on connaît le système planétaire, le Soleil et les planètes autour. Mais ça n'est pas exactement comme ça que ça marche. Ça n'est pas exactement ce que décrit la mécanique quantique. Ce que nous avons appris au début du XXe siècle, c'est qu'un électron se comporte comme une onde. Si vous poussez ce raisonnement jusqu'à l'extrême, vous constaterez que l'électron est situé autour du centre du noyau, mais il n'est pas en orbite, il est stationnaire. Il est là, c'est tout.
Lorsqu'on essaye de déterminer où se trouve exactement l'électron, on le trouve avec une certaine probabilité. Probabilité parfois ici, tantôt là. Et il y a donc tout un espace qui est rempli par une probabilité de découvrir l'électron à tel ou tel endroit. Les chimistes parlent d'orbitaux, mais les orbitaux n'ont rien à voir avec l'orbite. C'est l'origine étymologique du mot. C'est un mot qui décrit simplement la probabilité de trouver l'électron à un endroit de cet espace. Ce comportement ondulatoire est typique de l'électron. Et il faut penser plutôt en termes d'ondulation plutôt qu'en termes d'orbite et de rotation autour d'un objet fixe. L'orbite, c'est plutôt la zone autour du noyau à l'intérieur de laquelle l'électron se trouve. Dès que l'on se représente les choses de cette manière-là, on les sent différemment. Et il faut évidemment faire appel aux lois de la mécanique quantique, etc., pour expliquer que, en fait, cet électron est stable à cet endroit-là. Pour vous montrer la nature aléatoire de la mécanique quantique, voici le 5e orateur qui, par téléportation, vient de nous rejoindre depuis la cafétéria. Alain Aspect, qui vient de nous rejoindre. C'est une excellente question, en fait, et on peut y apporter des réponses à des niveaux différents. Si vous ayez... Enfin, disons les choses comme ceci. Nous, qui avons passé des années à étudier la physique quantique, nous connaissons la réponse exacte. Nous pouvons décrire ce que fait un électron dans un atome par des règles mathématiques, et cela de la façon la plus détaillée possible. Nous pouvons en prévoir le comportement à tous égards. Mais vous posez une question qui est vraiment excellente. C'est une question qui relève du bon sens. Ce qui nous met au pied du mur et nous oblige à y répondre. Une des manières simples d'y répondre, mes collègues ne seront peut-être pas d'accord avec moi, consiste à dire qu'il n'y a pas qu'un seul électron. Supposons qu'il y ait beaucoup d'électrons, comme de nombreuses abeilles qui circulent à un endroit. Si vous avez un grand nombre d'abeilles, elles circulent, elles peuvent former un nuage. Et tout ce que vous voyez, c'est le nuage d'abeilles. Mais ces abeilles peuvent être en rotation. Vous ne voyez pas leur trajectoire individuelle pour autant. Vous voyez simplement une espèce de structure, un nuage formé d'abeilles. Lorsque vous mettez la main au milieu des abeilles, vous savez qu'elles vont... vous allez en sentir l'élan et l'essor. Donc, dans ce sens, une répartition stationnaire qui est simplement un nuage délocalisé d'abeilles, pour reprendre une formulation quantique, c'est quelque chose que l'on peut imaginer dans notre vie quotidienne. La physique quantique nous dit qu'il peut y avoir plusieurs trajectoires possibles pour chaque abeille. Donc, l'électron peut faire ce que ferait 1 million d'abeilles à la fois. C'est ça, la physique quantique, la capacité d'un électron à être dans un état de superposition de un très grand nombre de trajectoires à la fois. Je crois que le moment est bienvenu pour vous parler du principe de superposition. Le fait qu'en mécanique quantique, s'il existe un état autorisé pour un électron, l'exemple le plus simple, c'est un électron qui tourne, que ce soit avec un axe vers le haut ou avec un autre électron qui tourne avec l'axe qui va vers le bas, ce qui est un autre état autorisé d'un électron. On peut ajouter ces états et obtenir ce qu'on appelle la superposition, qui est également un état quantique autorisé pour un électron. Dans le cas où un électron circule autour d'un noyau, les choses peuvent être source de confusion parce que nous avons plutôt tendance à décrire cela comme un mouvement quantique similaire à celui de la Terre tournant autour du Soleil. Mais ce qui est fondamentalement nouveau dans la mécanique quantique, c'est que la Terre peut tourner autour du Soleil en empruntant n'importe quelle orbite, celle-ci ou celle-là. On ne peut en aucune manière ajouter ces deux orbites pour obtenir un mouvement tel que celui-ci.
Alors qu'en mécanique quantique, on peut ajouter ces états les uns aux autres. En fait, on peut même ajouter tous les états qui décrivent la circulation d'un électron dans n'importe quel plan autour d'un endroit. Et lorsque on procède de la sorte, on obtient un état qui est celui de l'énergie la plus faible, c'est-à-dire l'orbite la plus stable autour du noyau. C'est pourquoi l'état le plus faible de l'électron d'hydrogène circulant autour d'un noyau est sphériquement symétrique, comme une espèce de cage avec la probabilité égale que l'orbite soit celle-ci ou celle-là ou n'importe quelle autre orbite circulaire à l'intérieur de cette enveloppe. Cette superposition d'orbites, on ne peut pas la représenter dans la mécanique classique. La Terre, elle est sur une orbite et pas une autre. Le fait de choisir, à partir du moment où on a choisi un axe particulier. Alors qu'en mécanique quantique, l'état le plus réduit est symétrique et c'est la somme de toutes les orbites possibles. Il n'y a qu'un seul électron et il est décrit par la somme de toutes les orbites possibles qui ressemblent plus ou moins à un nuage. Vas-y. Go ahead. Certains de nos collègues s'amusent beaucoup à faire des expériences qui vont dans cette direction-là. Ils travaillent avec des millions d'électrons formant une onde gigantesque. Et ils réalisent des petites boucles de conducteurs à l'intérieur desquelles les électrons forment un courant électrique que l'on peut mesurer en milliampères ou microampères, donc des courants relativement forts quand même, qui circulent à travers cette boucle. Par exemple, dans une direction correspondant à une direction de rotation d'une planète autour du Soleil, par exemple. Ce courant tourne comme cela, mais dans l'expérience, il est autorisé que le même électron, les mêmes électrons, le même courant émanant des électrons circulent en même temps dans la direction opposée. Le courant qui circule se compose donc de la superposition de ces deux courants, chacun d'1 milliampère dans une direction et dans l'autre. C'est comme ça que la nature se comporte de façon simultanée. Et ça n'est qu'au moment où on dit « Maintenant, j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais mesurer dans quelle direction le courant circule ». Alors, vous pénétrez à l'intérieur du système, vous mesurez le champ magnétique ou les ampères qui rentrent en quelque sorte. Et à ce moment-là, le courant décide « Bon, eh bien alors maintenant, je décide d'aller dans ce sens-là et pas dans l'autre ». C'est tout à fait singulier et tout à fait bizarre, évidemment. Je peux parler français si ça déstabilise pas la traduction, les écouteurs, etc. Non, oui, non, ils ont l'air très stables, je les vois. Ça va ? Bon. Oui, je crois qu'il faut absolument insister, comme David l'a fait, sans doute les collègues auparavant, sur le fait que la notion de probabilité quantique appliquée à un seul objet est vraiment extrêmement bizarre et radicalement différente de la notion de probabilité classique. Si vous avez un seul objet en physique classique et que vous dites cet objet a 50% de chances de se trouver ici et 50% de chances de se trouver là, par exemple, je prends une pièce de monnaie et bien que je sois un moins bon prestidigitateur que Thierry, je fais ça et à la fin, je vous présente mes deux mains. Il y a 50% de chances que ce soit à droite, 50% de chances que ce soit à gauche, et tant qu'on n'aura pas ouvert les mains, on restera toujours avec les 50%. Et au moment où je vais ouvrir la main, on va s'apercevoir que c'était ici, peut-être une autre fois, ce sera de l'autre côté. Mais vous n'avez aucun doute sur le fait que même avant que j'ai ouvert la main, en fait, la pièce était d'un côté. D'accord ? Et la notion de probabilité va s'introduire par le fait que si je recommence 100 fois l'expérience, en faisant au hasard entre mes mains, eh bien, dans à peu près 50% des cas, ce sera d'un côté, à peu près 50% des cas, ce sera de l'autre, mais dès l'instant où j'ai fini de secouer, où j'ai fermé mes mains, c'est soit ici, soit là. Alors que les probabilités quantiques, quand vous avez un objet unique, et que vous dites, il est soit ici, soit là, en réalité,
il est à la fois des deux côtés. Et ce n'est qu'au moment où vous allez ouvrir les mains pour observer que vous constaterez qu'il est soit d'un côté, soit de l'autre. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment vous savez qu'il était à la fois des deux côtés ? Puisque quand vous avez ouvert les mains, vous avez bien vu qu'il était d'un côté. Eh bien, la réponse est la suivante, c'est que si sans ouvrir les mains, je rejoins mes deux mains et que je fais une nouvelle opération, si c'était des photons ou des particules, on appellerait ça les recombiner sur une lame semi-réfléchissante. Si je fais une nouvelle opération, je vais m'apercevoir que le résultat que j'obtiens à la fin dépend bien du fait qu'il était des deux côtés à la fois. Alors, je vais vous raconter ça maintenant, non pas avec une pièce de monnaie, mais avec un photon ou avec un électron. Vous savez tous ce qu'est une lame semi-réfléchissante. Une lame semi-réfléchissante, vous prenez un faisceau de lumière, un faisceau laser, vous l'envoyez sur un morceau de verre, il y a une partie qui est réfléchie, une partie qui est transmise. Tout le monde a vu ça, vous avez vu un rayon lumineux être partiellement réfléchi, partiellement transmis. Vous prenez un électron unique ou un photon unique et vous faites la même expérience. Vous l'envoyez sur une lame semi-réfléchissante. Et vous dites, il a 50% de chances d'être réfléchi, 50% de chances d'être transmis. Vous mettez deux détecteurs et vous constatez que c'est détecté soit d'un côté, soit de l'autre, pas des deux côtés à la fois, comme les pièces dans mes mains. Mais si maintenant, au lieu de mettre des détecteurs, vous recombinez, vous avez envoyé votre photon, ça s'est séparé en deux, le ça étant je ne sais pas quoi. Vous recombinez le ça sur une deuxième lame semi-réfléchissante, et là, vous avez observé un phénomène d'interférence qui prouve que le photon est passé des deux côtés à la fois. Parce que si je change quelque chose d'un côté ou si je change quelque chose de l'autre, ça va modifier la figure d'interférence que j'ai à l'arrivée. Donc, ça prouve bien que lorsque j'étais dans cet état intermédiaire où le photon était soit d'un côté, soit de l'autre, en réalité, il était quand même des deux côtés à la fois, bien qu'il y en ait un seul. Donc, je vous dis ça pour vous faire comprendre que les probabilités quantiques sont d'une nature radicalement différente des probabilités classiques. C'est ce que disait David quand il disait que, au fond, l'électron, quand il est autour du noyau, il est à la fois dans une orbite comme ça, et dans une orbite comme ça, et dans une orbite comme ça. Le à la fois est à comprendre aussi de cette façon probabilité quantique. Vous avez d'autres choses que vous voudriez savoir sur ce sujet? Ça vous laisse sans voix, hein? Non, vous avez une question? Allez-y. Il y a un micro là qui va arriver, ça sera plus facile pour... Vous dites donc qu'un photon peut être à plusieurs endroits à la fois, mais est-ce que les deux demi-photons restent liés? C'est-à-dire, est-ce que si on change la propriété du photon, les deux moitiés changent? Ils ne restent pas liés au sens... Si je fais quelque chose sur ce photon ici, en fait, il ne faut pas parler du photon ici. Ici, on est au cœur de la dualité en deux particules. Au moment où ça a été séparé en deux, il faut penser en termes d'ondes. Vous avez entendu parler de la dualité en deux particules. Donc, la lumière est à la fois une onde et une particule, surtout si je considère un photon unique, de la même façon qu'un électron est à la fois une onde et une particule. Donc, parlons d'un électron. Il a été séparé en deux, donc il faut penser à l'onde qui a été séparée en deux. Si j'agis sur cette onde ici, ça ne fait rien à l'onde qui est de l'autre côté. Et c'est précisément parce que si j'agis d'une certaine façon sur la première onde et si j'agis d'une façon différente sur la seconde onde, que lorsque je vais recombiner les deux ondes, je vais voir qu'il y a un effet de ce que j'ai fait et d'un côté et de l'autre, ce qui prouve bien que c'est passé des deux côtés à la fois. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Cela dit, pour que les choses ne soient pas trop simples et pour vous embrouiller un petit peu, il y a quand même un cas où, d'une certaine façon, on peut dire, alors tous mes collègues vont pas être d'accord, d'une certaine façon où on peut dire que ce que l'on fait d'un côté
affecte ce qui se passe de l'autre, c'est si je mets un détecteur ici et que je détecte que le photon est ici ou que l'électron est ici, alors il est certain qu'un détecteur placé de l'autre côté ne détectera plus rien. Donc d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on appelle parfois la non-localité quantique, d'une certaine façon, vous avez fait quelque chose d'un côté et apparemment ça a influencé ce qui se passait de l'autre côté, mais vice-versa. Vous pouvez dire que c'est le fait que vous avez mis un détecteur de l'autre côté qui a influencé le premier côté. Mais voilà, donc j'ai rajouté la deuxième chose pour bien vous faire comprendre que la physique quantique, c'est toujours plus subtil que ce qu'on croyait. C'est-à-dire quand on croit avoir compris quelque chose, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a encore une étape plus subtile dans le raisonnement. Je crois que David veut rajouter quelque chose. Ou il va être en désaccord avec moi, je suis sûr. C'est la dualité quantique. The interesting thing. Non, mais ce qui est intéressant avec la mécanique quantique, c'est quand même qu'on est tous d'accord dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si on réalise une expérience comme le font mes collègues, on sait comment la décrire et calculer, et faire des prévisions. Mais on n'est pas d'accord quant à la façon dont on en parle de l'expérience. Et je voulais quand même essayer d'éclairer vos lanternes dans la réponse d'Alain qui est assez complexe. Alors, vous avez l'impression, il parle d'ondes, alors vous avez l'impression que ce sont des ondes un petit peu comme des vagues. Donc, on a cette eau qui déplace et puis on la sépare en deux. On a ces deux eaux de chaque côté et la même chose comme un électron ou un photon, on partage en deux, on en a la moitié d'un côté, la moitié de l'autre côté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce ne sont pas des ondes vagues, non. Ou des ondes qui ressemblent à des vagues d'eau. Non, il n'y a pas dans ce contexte une notion d'un demi-électron. Toute expérience où vous mettez un détecteur d'un côté ou de l'autre, vous allez détecter pas d'électron ou un seul électron, pas de photon ou un photon, un seul photon. Les quantas, les photons, les électrons sont indivisibles. Ce sont des ondes dans un espace différent que je peux décrire, qui ensemble font l'état du système et l'amplitude des ondes vous disent ou décrivent la probabilité d'observer un électron ou pas d'électron de ce côté-ci. Mais vous n'êtes pas en train de diviser en deux l'électron avec une petite charge, une demi-unité de charge d'électrons et une demi-charge d'électrons de l'autre côté ou un demi-photon d'un côté ou d'un demi-photon de l'autre. Vous êtes en train de construire un état complet dans lequel l'amplitude des ondes de part et d'autre, non pas dans un espace réel, mais dans un espace autre qui décrit la nature de la nature et vous explique, vous donne les probabilités qu'il y aurait d'observer un photon, un électron de part ou d'autre. Parce que cette description est corrélée, différentes parties sont corrélées. Ce que vous détectez d'un côté vous donne une information immédiate sur l'autre côté, instantanément. Même si c'est suffisamment éloigné, à tel point que vous ne puissiez pas obtenir cette information suite à la propagation de la lumière. C'est ce qu'on appelle la non-localité, ce qui fait peur, c'est un peu fantomatique, c'est un peu étrange, mais ce n'est pas du tout étrange en fin de compte. Je vous donne un exemple classique de ce côté fantomatique. Si j'enlève une chaussette, l'une de mes chaussettes, et je la donne à Jochen. Merci beaucoup. Et je donne l'autre chaussette à Thierry. Et je leur dis, mes chaussettes sont soit bleues ou rouges. Et les deux vont à l'autre bout de la galaxie. Et Thierry ouvre sa boîte et il voit que sa chaussette est rouge. Et il sait tout de suite que la chaussette dans la boîte de Jochen est rouge.
à l'autre bout de la galaxie. Il n'y a aucun moyen de le lui dire. S'il avait pu le lui dire, eh bien, Jochen aurait pu parier sur cela avec Wolfgang. Je parie que ma chaussette est rouge. Et il aurait ainsi gagné son pari, mais ça ne peut pas se faire. Donc, ce genre de corrélation existe dans la physique classique tout autant que dans la physique quantique. Alors, ça vous paraît étrange? Pas du tout, parce qu'on sait comment ça se passe. On a compris. Il y a la théorie de la variable cachée qui explique cette corrélation parfaitement. Ce qui est étrange en matière de mécanique quantique, c'est qu'on ne peut pas construire cette théorie de variable cachée pour ce qu'on va faire en physique quantique et en corrélation quantique. La nature des corrélations quantiques qui existent dans la mécanique quantique ne peuvent pas être expliquée par cette théorie de la variable cachée, sauf si vous avez cette propagation qui n'est pas autorisée par la théorie traditionnelle, où vous avez quand même une vitesse de propagation de la lumière qui est précise. Et je suis sûre qu'Alain va l'expliquer. Et naturellement, je ne vais pas empiéter sur ces plates-bandes. Il va expliquer les corrélations étranges prédites par la mécanique quantique qui ne peut pas être expliquée par les corrélations classiques de chaussettes de la même couleur. Ah, mais je n'ai rien à ajouter. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant précis. Jochen, vous vouliez intervenir? Non, j'essaye de voir comment je vais pouvoir présenter les choses. Je n'ai pas tout à fait le même point de vue. Et moi, je trouve que les choses sont quand même fantomatiques et étranges. Il y a quand même des choses bizarroïdes, curieuses, et toujours sur ces ondes. Par exemple, David Gross a dit qu'un électron peut tourner en même temps dans cette direction et dans cette direction-là, dans la direction opposée, et cela simultanément. Ce que nous avons réalisé de façon expérimentale, c'est la chose suivante, c'est-à-dire qu'on crée, on construit en utilisant un noyau qui se détériore. On se retrouve avec deux électrons qui partent en des directions opposées dans l'espace. Donc un électron va dans ce sens, l'autre va dans l'autre direction. Et l'on sait, on le sait, que la direction de rotation des deux électrons sont dans le sens contraire. C'est comme cela, c'est une loi de la nature. On le sait, c'est avéré. Que se passe-t-il si l'on fait une expérience standard? L'électron va vers la droite, peut tourner dans ce sens et dans ce sens-là. Et l'autre aussi, les deux tournent dans les deux sens. Donc les deux sont dans des superpositions d'états. Et ceux-là vont gagner un petit peu d'énergie. Donc ça va dans superposition dans ce sens et dans cette superposition dans cet sens. Et on peut mesurer que cet électron est en superposition ici. On peut le mesurer, cela. Que se passe-t-il si on mesure l'électron qui, pendant 5 minutes, est allé dans ce sens? Et maintenant, vous voulez voir dans quel sens il va tourner. Et il tourne de cette façon, celui-là. Et parce que vous savez que les deux doivent tourner dans le sens contraire, à ce même moment T, vous savez que l'électron de l'autre côté va quitter sa position de superposition et va donc décider de tourner dans l'autre sens. Alors pour moi, c'est quand même bizarroïde. Moi, je trouve ça étrange. Sauf si vous en dites davantage. C'est tout à fait comme les chaussettes. Demain soir, je vous expliquerai le coup des chaussettes. Mais il faut ouvrir la boîte avant de faire l'expérience. Alors, et vous ne savez pas si les chaussettes sont rouges ou bleues, mais dès que vous avez ouvert une boîte, vous savez quelle est la couleur de l'autre chaussette. Et il y a une relation très étroite avec ce que nous disions auparavant, c'est-à-dire que les probabilités quantiques ne sont pas les mêmes que les probabilités classiques. Je vous ai dit, avec un objet quantum, avant d'ouvrir les mains ou les boîtes, il faut accepter l'idée
que ça se fait simultanément des deux côtés. Et comme vous l'avez dit vous-même avant d'ouvrir la boîte, vous ne pouvez pas savoir si elles sont toutes les deux rouges ou bleues, ou quel que soit votre choix, ou vertes, peu importe. Et c'est justement cette idée de la différence, donc des probabilités classiques, ont trait à des choses que nous croyons sont. Nous ne savons pas ce qu'elles sont, mais nous pensons ce qu'elles sont. C'est la réalité. D'un point de vue de mécanique quantique, on ne peut pas dire que c'est comme cela, ou c'est comme ceci, ou que c'est ceci, ou que c'est cela, à moins de l'observer. Oui, mais vous allez rentrer dans les détails au cours de votre exposé jeudi soir. Alors, c'est vous qui m'avez posé la question, alors je vous ai répondu. Et Wolfgang souhaitait intervenir. Allez-y, Wolfgang. Je suis plutôt négatif. Moi, j'aime pas que les physiciens me disent que la mécanique quantique, c'est bizarre. Il y a des gens très célèbres, très spécialisés qui ont dit qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la physique quantique. Moi, ça me dérange qu'on dise ce genre de choses parce qu'on comprend suffisamment pour pouvoir faire des années de recherche dans les laboratoires et ensuite expliquer tout ce que nous constatons grâce au formalisme de la physique quantique. À la question de savoir c'est quoi la compréhension, moi, je fais des expériences, je vais étudier la matière, je vais trouver de nouvelles formes de matière et je veux les comprendre, ces nouvelles formes de matière. Et pour moi, comprendre, c'est... D'un point de vue quantitatif, je peux décrire de façon quasi exacte ce que fait la nature. Et avant même de commencer l'expérience dans le laboratoire, je peux coucher par écrit en détail très précis ce qui va se passer, ce qui va se produire. Et c'est ce que j'appelle, moi, comprendre. Donc, ça, c'est important de le dire. On sait ce qu'on fait, il y a une méthode scientifique, on dit ce qui va se passer, et le résultat soit confirme, valide la théorie, ou la réfute. Mais ensuite, il y a la deuxième étape, à savoir quand on essaye d'expliquer la mécanique quantique en termes de tous les jours ou d'utiliser des modèles avec les chaussettes. Ou alors on parle d'ondes, ou on parle d'un électron qui, en quelque sorte, est divisé, donc il peut être en deux endroits, mais en fait, il n'est pas vraiment divisé. C'est cela qui sème la confusion dans les esprits. Et ce qui se passe, c'est qu'en scientifique, moi, je comprends tout à fait ce que signifie l'équation. Je comprends de façon mathématique, de façon précise, ce qui va se passer, ce qui se produit. Et moi, je peux décrire ce que font les électrons, font avec des chaussettes rouges et bleues. C'est pas un problème. Ou à d'autres moments, je peux décrire la propagation ondulatoire des électrons qui ressemblent à des vagues d'eau. Les ondes électroniques et les vagues d'eau ont pratiquement la même description mathématique, mais dès que vous modifiez l'expérience, la vague d'eau ne capte plus tout ce que fait l'électron. À ce moment-là, on a besoin des chaussettes. C'est à ce moment-là qu'on a besoin des électrons qui est partagé en deux parties, et ce n'est pas vraiment partagé, il est en deux espaces à la fois. Et ça peut être extrêmement compliqué si vous prenez ces explications au sens propre, au sens littéral. Si vous voulez créer un modèle selon lequel la mécanique physique, la mécanique quantique, c'est simplement une histoire de chaussettes, ça pose problème. Et nous, on sait qu'on peut utiliser des analogies en tant que scientifique, mais on sait quelles sont les limites de l'analogie en tant que scientifique. Mais c'est à ce moment-là que le béotien ou le néophyte commence à ne plus comprendre et pense à ce moment-là que c'est mystérieux. Mais pour moi, il n'y a plus de mystère, c'est bien compris. Vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas épuisé. Avant de continuer, parce que Alain et David voulaient rajouter quelque chose, mais moi je voudrais d'abord vous demander à vous, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont dites que vous voudriez voir précisées, ou est-ce qu'on les laisse continuer à discuter? Non?
Ouais, alors, Alain d'abord et puis ensuite David. Oui, il y a vraiment une chose que je voudrais préciser à propos de ce que vient de dire Wolfgang. Vous êtes jeune, vous avez des perspectives qui s'ouvrent devant vous. C'est très important. Ce que je vais dire, c'est très important et je pense que Wolfgang va être d'accord avec moi. Quand Wolfgang dit « je comprends par les équations », je suis d'accord avec lui dans un certain sens. N'en tirez pas la conclusion que nous avons tout compris. Ceci est autre chose. Wolfgang passe son temps à explorer des phénomènes que nous n'avons pas encore découverts ou que nous n'avons pas encore compris. Ce qu'il veut dire par « je comprends », il dit « j'ai les outils qui vont me permettre de comprendre ». Mais la nature est beaucoup plus riche que ce que nous avons déjà exploré. Ne croyez pas que les physiciens ont fait le tour de tous les phénomènes qui existent. Au contraire, chaque fois que nous progressons dans notre compréhension de quelque chose, en général, comme nos idées sont de plus en plus claires, nous arrivons à formuler des questions que nous n'arrivions même pas à formuler auparavant. Donc ne vous trompez pas. Lorsque Wolfgang dit « je comprends » avec les équations et que tous autour de cette table nous sommes d'accord avec cette affirmation, ça ne veut pas dire que la physique est terminée et qu'on a tout compris. Ça veut dire qu'on est d'accord sur les outils et les méthodes que nous utilisons pour comprendre, mais plus nous avançons, plus nous découvrons que le monde est subtil. Alors il y a un deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que si quand même on insiste pour avoir des images, comme dit Wolfgang, et que on constate que parfois on pense à des ondes, parfois on pense à des particules, et on se rend bien compte que ces images sont mutuellement incohérentes. Alors du coup, on revient aux équations, et là avec les équations tout va bien. Mais quand même, ma pratique, mon expérience, c'est que quand les images deviennent incohérentes, c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on a les phénomènes quantiques purs. Tant que vous pouvez vous faire une représentation claire et logique des phénomènes, il est probable qu'on n'est pas encore au cœur de la physique quantique. On sera au cœur de la physique quantique quand précisément on va avoir des équations dont la réponse est claire, mais en revanche les images sont bizarres et on est gêné avec les images. Ça, c'est une bonne indication que sûrement on est en train de s'intéresser à un phénomène intéressant. David, you wanted to add something. Je suis d'accord avec Alain quand il dit que nous n'avons pas découvert tous les secrets de la nature. Mais j'imagine que ça va se faire, que vous allez faire des découvertes à très basse température et que les découvertes sont à portée de main. Et il y a des phénomènes intenses qui n'ont pas encore été explorés. Des choses dont nous n'avons pas les moyens de décrire. Mais la physique quantique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, il y a une centaine d'années, ça a été une véritable révolution conceptuelle, encore plus spectaculaire que la révolution conceptuelle de la relativité. Mais enfin, c'est quelque chose qui nous est familier maintenant. Alors, je ne sais pas s'ils sont tout à fait d'accord avec vous. Mais le paradoxe est très simple, en fait, à expliquer. Quand nous sommes en enfance, nous pouvons nous construire une image du monde à tel point qu'on arrive à aller vers une table et ramasser un jouet. C'est quand même un effort extraordinaire. Et puis ensuite, vous allez à l'école et puis on vous enseigne la mécanique classique et on vous apprend ce que c'est que l'électricité, la thermodynamique, le magnétisme. On vous apprend comment construire quantitativement un monde classique est tout à fait conforme
conforme à votre expérience au quotidien. Donc, vous vous habituez à vivre dans un espace classique newtonien. F égale MA, ça marche, tout est bon. Mais c'est faux. Et puis ensuite, on vous ouvre la porte de la mécanique quantique et on vous apprend que tout ce que vous avez appris par le passé, c'était faux. Donc, la mécanique quantique, c'est pas des petits effets bizarroïdes que vous rajoutez aux effets du monde classique et que vous essayez de les décrire en utilisant les mêmes termes qu'on utilise pour décrire la physique classique. En physique, les nouvelles théories avalent les anciennes théories et ce sont autant d'approximations par rapport à la meilleure théorie dans certaines circonstances. Et l'objectif, ce n'est pas justement d'expliquer les effets quanta en utilisant des images de théorie classique. C'est ce que nous utilisons justement pour faire comprendre aux néophytes ou qui ne savent pas travailler dans le monde de la mécanique quantique. Le but scientifique, c'est d'expliquer le monde classique en termes de mécanique quantique, qui est la vraie théorie. Et même les physiciens ont de la peine. Quantique ont de la même à faire ce genre de choses parce qu'on n'a pas encore tout découvert. La mécanique quantique n'existe que depuis 100 ans. C'est quand même peu pour épuiser tous les détails d'un concept. On le comprend beaucoup mieux que ne le faisait Dirac ou Heisenberg ou même les inventeurs de la physique quantique, mais pas suffisamment pour pouvoir reconstruire notre monde classique de l'enfance à partir de la mécanique quantique. Et si on y arrivait, si on pouvait vraiment rester dans le monde quantique qui, d'après nous, est la description qui convient pour tout ce qui existe, parce que les images classiques ne sont que d'autant de vulgaires approximations, y compris l'interprétation de la physique quantique, ce que cela signifie faire une mesure et pourquoi il y a des probabilités qui découlent de ce formalisme qui n'est compris qu'en partie, eh bien, à ce moment-là, on n'aurait pas ces problèmes que nous avons encore et sur lesquels nous débattons encore parce que nous utilisons des termes différents. Mais même nous avons commencé par être enfants, on est allé à l'école, on est allé à l'université, on a appris la science, on a appris à penser en utilisant les images classiques erronées. Moi, j'aimerais bien prendre un enfant et le former dès le départ à construire une vision quantique du monde. Mais c'est difficile à faire et à trouver. Les parents seront peut-être pas forcément d'accord avec moi et me permettre de réaliser l'expérience. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. C'est le micro, il y a un micro, je crois. À gauche, il y en a un devant. Parfait. Je voulais savoir dans les applications, quelles sont les applications de la physique quantique. Est-ce que c'est utile à quelque chose? Je pourrais peut-être répondre. Il y a un très grand nombre d'applications que vous utilisez dès aujourd'hui et qui relèvent de la physique quantique, mais vous ne le savez simplement pas. Et il y en aura beaucoup d'autres dans les années à venir. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui qui relève de la physique quantique? Eh bien, si vous êtes ici en train d'écouter ce que je vous dis par le biais des écouteurs et des micros, les signaux électriques sont amplifiés par des transistors. Ces transistors sont partout. On les retrouve dans ces amplificateurs, dans les ordinateurs, dans vos téléphones portables, etc. Et ces transistors fonctionnent grâce à la physique quantique et ont été inventés par des gens qui connaissaient la physique quantique. Sans la physique quantique, ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Autre exemple, la lampe ici au fond de la salle, qui est si joliment rouge, c'est des diodes électroluminescentes. C'est une façon tout à fait intéressante de créer de la lumière, une façon qui économise l'énergie. Ce sera un type de lampe qui sera utilisé à l'avenir pour remplacer toutes les ampoules électriques et ça permettra de faire des économies d'énergie considérables pour éviter d'avoir à
émettre des gaz à effet de serre, etc. Eh bien, la manière dont la lumière est créée dans ces dispositifs DEL, c'est un phénomène purement de physique quantique. Ce sont des électrons qui se déplacent dans ces diodes qui, tout d'un coup, en sautant, perdent une partie de leur énergie. Et ce faisant, lors de ce saut quantique, créent une particule quantique de lumière, un photon, qui crée la lumière que vous voyez. En fonction de la quantité d'énergie que l'électron perd, la lumière peut être rouge ou verte ou bleue. Autre exemple, les lasers. Les lasers sont des phénomènes de physique quantique magnifiques. Ils relèvent exclusivement de la physique quantique. Les lasers sont utilisés pour un très, très grand nombre d'applications. C'est vraiment énorme. J'ai ici de la physique quantique dans ma poche. Effectivement, c'est tout à fait ça. Il y a aussi beaucoup d'appareils médicaux. Par exemple, les instruments d'imagerie par résonance magnétique qui permettent de voir l'intérieur de l'organisme. C'est de la physique quantique. Sans physique quantique, ces appareils ne fonctionneraient pas. En fait, j'essaie d'imaginer des dispositifs ou des parties de notre économie aujourd'hui qui ne reposent pas sur la physique quantique ou qui n'utilisent pas au moins de façon indirecte la physique quantique. Ça devient difficile d'imaginer quoi que ce soit. Je n'ai pas trouvé les chiffres sur le web, mais plus de 90% de l'économie mondiale. Permettez-moi de finir ma phrase d'abord, avant de me corriger. 90% de l'économie mondiale soit repose directement sur la physique quantique, 32%, soit indirectement. Sans physique quantique, il n'y aurait vraiment pas d'économie aujourd'hui. Alors que tout ceci remonte à des inventions qui ont été faites il y a environ 100 ans par des gens qui ne pensaient pas une seconde aux applications pratiques que cela pourrait avoir. Insister sur un point dans ce que vient de dire Jochen. La mécanique quantique permet de comprendre pratiquement tous les phénomènes que nous avons. Mais il a dit plus que ça. Il y a une différence entre comprendre. Par exemple, la mécanique quantique nous a permis de comprendre pourquoi la matière est stable. Avant l'invention de la mécanique quantique, on ne pouvait pas comprendre que la matière faite de charges positives et négatives qui s'attirent soit stable. Je le redis, des charges positives et négatives qui s'attirent, normalement tout devrait s'effondrer sur soi-même. La matière ne s'effondre pas, il a fallu la mécanique quantique pour comprendre qu'elle ne s'effondre pas. Mais ça nous a permis de comprendre quelque chose qui existait déjà. La matière stable existait avant qu'on la comprenne. Ce que nous a dit Jochen, c'est autre chose. C'est que les transistors n'existent pas naturellement dans la nature. Il a fallu que les meilleurs physiciens des années 1940, essayant de comprendre la façon dont le courant électrique se déplace dans certains matériaux qu'on appelle, se propage dans certains matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs, c'était les meilleurs physiciens du monde qui, essayant d'appliquer ces concepts quantiques à la compréhension de ça, soudainement se sont dit, mais si je prends du silicium très pur, que j'ajoute un peu d'impureté, que j'en prends un autre morceau, j'ajoute une autre impureté, peut-être que je vais avoir un nouveau système qui va être un transistor. Et le transistor et les microprocesseurs et les mémoires que vous avez dans tous vos appareils électroniques n'ont pas été inventés par un bricoleur de génie dans son garage en prenant des objets qui existaient déjà. C'est la mécanique quantique a permis d'inventer des objets nouveaux qui n'existaient pas. Le laser n'existait pas. Il n'y a pas de laser naturel dans la nature autour de nous. Encore une fois, ce sont les physiciens qui ont réfléchi à la façon dont la lumière est absorbée et émise par la matière en termes quantiques qui soudainement se sont dit mais peut-être qu'on va arriver à faire une source de lumière nouvelle, genre de lumière que personne n'a jamais vue naturellement, et ils ont inventé. Donc vous voyez, il y a deux niveaux dans ce qu'a dit Jochen. La mécanique quantique, bien sûr, est nécessaire pour comprendre des tas de choses mais qui existaient déjà, mais surtout elle a permis de fabriquer des nouveaux objets auxquels on n'aurait même pas pensé auparavant. Rainer, you wanted to add something? Rainer, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était à propos des 30% de l'économie.
30% des recettes totales réalisées par les entreprises reposent directement des applications de la mécanique quantique. Ça, c'est un chiffre établi et c'est une somme énorme, évidemment. Wolfgang, la question de l'application pratique est évidemment une très bonne question. J'irais même jusqu'à dire qu'une part importante des matériaux modernes, des produits chimiques modernes et des médicaments de pointe repose sur la physique quantique et sur la compréhension quantique de la matière. D'un autre côté, on peut être architecte, on peut être ingénieur, on peut construire un aéroport, le bâtir de A à Z, on peut être médecin et soigner des patients, on peut être le directeur d'un hôpital sans savoir la moindre chose sur la physique quantique. Parce que tous les fruits de la physique quantique que vous utilisez prennent la forme de matériaux modernes. Vous pouvez prescrire des médicaments. Les médicaments ont été développés en utilisant des simulations quantiques de réactions chimiques, ont été développés par les entreprises pharmaceutiques qui disposent de dispositifs de simulation quantique des liaisons chimiques. Mais le médecin, lui, n'a pas besoin de le savoir. Il peut se contenter de prescrire le médicament. On peut utiliser aussi des matériaux de construction modernes, des ordinateurs avec un disque dur quantique, sans savoir que ce qui rend le disque dur si petit, c'est précisément les mécanismes quantiques qui se trouvent à l'intérieur. Les petits capteurs qui permettent de lire les informations sur le disque dur, par exemple, ont été mis en place par des physiciens qui ont utilisé ou tiré les leçons de la physique quantique. Donc il y a cette séparation tout à fait étonnante entre la physique quantique qui se trouve à peu près partout et le fait qu'on ne le voit pas tant que l'on considère que les matériaux en question sont ce qu'ils sont. Par exemple, on enclenche une diode électroluminescence, on voit la lumière, on dit c'est cool, formidable. Mais ça fonctionne sur la base de la mécanique quantique. Donc on peut utiliser et produire de façon massive des dispositifs de mécanique quantique sans jamais comprendre comment ça fonctionne et sans jamais voir le mécanisme quantique qui se cache là derrière. J'espère que nous vous avons convaincu maintenant que la mécanique quantique est quelque chose d'important. Mais n'oubliez pas ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout relève de la mécanique quantique. Le monde entier est de la mécanique quantique. Ça nous a pris du temps de le comprendre parce qu'on a l'habitude de réfléchir à des grands objets. Mais lorsque l'on en arrive au niveau atomique, dont toute matière est faite, les microscopes, etc. et autres, c'est régi par la mécanique quantique. C'est à ce moment-là qu'on a fini par comprendre que le monde était de la mécanique quantique. L'essentiel, c'est de comprendre. Comprendre, c'est bien. Outre le fait que l'on apprécie, le fait que l'on comprend le monde, ça nous permet aussi d'inventer des choses nouvelles. Beaucoup de ces choses vous ont déjà été décrites, les micropuces, les lasers, etc., qui exigeaient de comprendre la façon dont les atomes fonctionnent. Mais nous n'en sommes qu'au tout début de cette évolution. Si l'économie actuelle est déjà dominée par les inventions qui ont été rendues possibles par la compréhension du monde quantique au niveau atomique, les inventions de demain, dont nous ne pouvons même pas avoir l'idée aujourd'hui, seront elles aussi totalement dominées par ce monde quantique. Et nous ne faisons que commencer à utiliser cette connaissance et le contrôle que cela nous donne au niveau des atomes pour comprendre, par exemple, la chimie, pour comprendre la biochimie, pour comprendre la structure des matériaux neuronaux, etc. Et pour réaliser de nouveaux matériaux, contrôler, diriger de nouvelles réactions chimiques, produire de nouveaux produits chimiques, de nouvelles molécules, contrôler le monde biologique au niveau des individus, des molécules individuelles, le potentiel est gigantesque. Ça, c'est le monde. Plus on le comprend, plus on peut le contrôler, et plus on peut réaliser des inventions nouvelles et formidables. Oui, pour reprendre justement ce que vous venez de dire, sur la planète, nous avons de gros problèmes qui vont se
présentées à nous, l'énergie, l'eau, le réchauffement climatique, etc., etc., des problèmes de ressources. Est-ce que nous avons suffisamment de métaux et d'éléments sur Terre pour subvenir à nos besoins, etc. Tous ces problèmes sont les gros problèmes de l'avenir. Certains de ces problèmes pourront être résolus par des voies politiques, mais il y aura aussi, bien entendu, une partie importante de la solution des problèmes qui pourra être apportée par la science et par la technologie. Je vous fiche mon billet que la plupart des solutions que la science pourra apporter à tous ces problèmes reposeront sur la physique quantique et sur notre compréhension de la physique quantique. Vous avez une question? La physique classique ne devrait donc plus être enseignée à l'école? C'est un petit peu ce que vous aviez l'impression de... J'avais l'impression que vous disiez. Ça m'intéressait quelque part. Écoutez, la physique classique représente une très bonne approximation. Nous comprenons d'où cela vient. C'est très intéressant de commencer par une description authentique du monde, qui est la mécanique quantique, et ensuite en retirer une interprétation qui est la physique classique. Ce serait une bonne approximation, par exemple, pour vous. Vous êtes grand, votre longueur d'onde est très courte, vous êtes très classique. La physique classique est donc extrêmement utile en tant que bonne approximation de la physique quantique. De la même que la physique non relativiste nous permet bien de nous rapprocher de la physique relativiste à des faibles énergies, même si le monde est relativiste. Ces approximations sont très importantes. Par exemple, nous décrivons les fluides comme étant des objets continus où la masse, la vitesse et la pression sont continues. Mais en réalité, ces fluides sont constitués d'atomes. Utiliser la description atomique de l'eau n'est pas indispensable pour savoir comment l'eau circule dans une canalisation. Donc ces approximations sont extrêmement valables et utiles. Même si je suis toujours en faveur d'une expérience dans laquelle on pourrait faire grandir un enfant en lui expliquant dès le début la physique quantique. Je ne sais pas comment je le ferai parce que notre expérience quotidienne, c'est celle du monde macroscopique et l'image naturelle que nous élaborons depuis le moment où nous sommes un enfant jusqu'au moment où nous comprenons les lois de Newton, ça relève de la physique macroscopique. Et ce serait très difficile de former un esprit humain à ne voir le monde qu'à travers la mécanique quantique. En fait, mon expérience dont je viens de parler, qui n'a jamais été réalisée, ne fonctionnerait pas probablement. J'ai des amis qui sont des grands mathématiciens et qui ont essayé de commencer à étudier la physique. Et ils n'ont pas commencé par le bas, comme nous. Nous avons franchi toutes les étapes en reprenant l'évolution historique, en disant chaque fois la description précédente que nous venons d'étudier est incomplète ou est fausse, il faut passer à la nouvelle, etc. On arrive à la mécanique quantique. Non, ces mathématiciens-là dont je parle ont commencé tout de suite par le haut, c'est-à-dire par la physique des cordes, et ont commencé à étudier la physique quantique, etc. Ensuite, on peut-être par ricochet, appris ce qui se passait en dessous. Et ils ont fini par connaître les équations et par connaître les formules assez bien. Mais ils ont perdu l'intuition. Ce qui est très important en physique, ça n'est pas simplement de connaître et de maîtriser les équations, mais c'est aussi de faire preuve de ce qu'on appelle l'intuition et qui est si difficile à définir. Et cette intuition, je crois, repose sur le fait qu'on apprend la physique en touchant, en faisant l'expérience de nos sens, en faisant des expériences de laboratoire. C'est ce que fait un bébé de 6 mois, et il ne le ferait pas dans le monde quantique. Ça ne se passerait pas comme ça. Wolfgang, vous vouliez ajouter quelque chose ensuite, Rainer? Oui.
je le dis et j'insiste, il est impossible d'enseigner et de comprendre la physique quantique sans avoir tout d'abord appris la physique classique. Parce que tous les concepts, les théories mathématiques, les descriptions mathématiques, les lois physiques, etc., des concepts tels que le moment angulaire, par exemple, si je devais enseigner cela dans la mécanique quantique, aucun de mes étudiants serait capable de le comprendre. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous voulez comprendre les ondes électromagnétiques, vous commencez par enseigner les ondes mécaniques, les ondes des vagues, afin que les gens puissent comprendre qu'est-ce que l'on entend par un mouvement ondulatoire. Et une fois que vous avez compris cela au sens classique du terme, on peut faire passer nos étudiants au niveau suivant et commencer à parler des ondes électromagnétiques que l'on ne peut pas toucher et que l'on peut simplement voir de façon indirecte. Et ensuite, dans l'étape suivante, on apprend à nos enseignants, à nos étudiants, qu'est-ce que sont les ondes quantiques, qui sont encore plus abstraites. Et je ne crois pas qu'il y a d'autres moyens d'apprendre la physique quantique. Rainer. Oui, je suis à 100% d'accord avec ce que David et Wolfgang viennent de dire. Mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas encore de nouvelles machines. Lorsque l'on regarde le monde de façon différente aujourd'hui, on utilise les microscopes, on regarde le monde microscopique. Mais nous, en tant que physiciens, nous avons d'autres types de microscopes. Nous voyons le monde quantique, nous voyons qu'il y a des quantas. Évidemment, ça n'est pas disponible pour la plupart d'entre vous, parce que vous avez été éduqués en suivant le monde classique, ce qui est tout à fait bon. Mais n'oublions pas ces outils qui existent et que nous utilisons. Nous voulons vous faire passer l'idée que c'est tout à fait possible d'examiner le monde avec nos outils. Il y a des machines tout à fait extraordinaires qui sont disponibles, qui nous ouvrent de nouvelles fenêtres sur le monde, qui nous permettent de voir le monde avec des yeux différents. Et il faut ensuite accepter, comme disait David, que le monde est quantique. Point final. C'est une réalité. Donc, il y a intérêt à regarder le monde avec ces yeux-là. Et bien sûr, développer de ce fait une approche différente du monde. David. Ça s'est déjà produit dans l'histoire de la physique. Une des grandes révolutions conceptuelles du XIXe siècle a été la notion de champ, transmettant des forces sur une certaine distance. Si vous secouez un électron ici, cela provoque une perturbation du champ électromagnétique qui exerce une attraction sur un positron de l'autre côté. Et cela, ça a été inventé par Faraday, excellent chargé d'expérience, et par Maxwell, qui en a formulé la théorie mathématique correspondante. Mais Maxwell, comme tous les autres physiciens du XIXe siècle, n'a pas été très à l'aise avec cette idée de champ magnétique et électromagnétique existant quelque part dans l'espace. Et il a essayé pendant des années de construire un modèle mécanique de la notion de champ, en disant que c'était des vibrations dans ce que l'on appelait à l'époque l'éther. Les physiciens anglais en particulier ont essayé de faire des expériences mécaniques avec des leviers, etc., pour procéder à une description mécanique de cette notion de champ. Si vous aviez demandé à des physiciens mathématiciens de l'époque qui étaient convaincus de l'existence des champs, comment est-ce que l'on pourrait éduquer les gens à réfléchir en termes de champs, ils vous auraient sans doute répondu « c'est impossible ». Et je crois que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même situation. Je suis fermement convaincu que notre compréhension de la mécanique quantique n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Si vous suivez un cours de mécanique quantique, ce cours sera sans doute bien meilleur que ceux que nous avons suivis à notre époque. Et nos étudiants, les étudiants de nos étudiants vont comprendre la mécanique quantique bien mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et peut-être d'ici 100 ans, 200 ans, les gens vont-ils commencer à bien comprendre la mécanique quantique en utilisant, par exemple, des outils nouveaux qui permettent mieux la visualisation de ce qui se passe. Alain. Les exemples donnés par David, Maxwell, Faraday, etc., ayant un modèle mécanique, pardon. Comme ça, il faut donner du travail aux traducteurs.
pour qu'ils gagnent leur vie. You didn't notice, but they stopped translating in protest. No, I'm joking. Oui, ce modèle mécanique que Faraday et Maxwell essayaient de développer au XIXe siècle, quand ils commençaient à connaître les équations, dans un certain sens, ça nous ramène à la discussion que nous avions il y a une demi-heure ou une heure à propos du fait que nous sommes d'accord sur les équations de la physique quantique, mais quand on va commencer à avoir des images, on va être en désaccord. Moi, par exemple, j'ai tendance à bien aimer la non-localité en connaissant toutes les limites de la notion de... Mais j'ai tendance à bien l'aimer. Mais moi, je revendique le droit, pour les physiciens qui ont besoin d'images, d'avoir des images bricolées, des images aussi bizarres que celles de Maxwell et les autres avec des leviers, etc. Parce qu'on a dit quelque chose de très important il y a un moment. Nous avons besoin d'avoir de l'intuition. Nous ne sommes pas simplement des machines à faire des calculs. Nous avons besoin d'imagination et d'intuition pour envisager de nouveaux phénomènes et aller les étudier. Et c'est une affaire personnelle pour chacun d'entre nous de savoir ce qui nous permet de guider notre intuition. Et il est clair que pour Maxwell, c'était sûrement bien d'imaginer ces modèles mécaniques, ça l'a aidé à progresser. Et moi, je revendique, pour moi, le fait que la non-localité m'aide, en optique quantique, à inventer des nouvelles situations expérimentales, mais je ne demande pas du tout à mes collègues d'adopter mon point de vue. Chacun bricole son image, parce que, comme l'a dit David, nous n'avons pas été élevés dans un monde quantique, et les seules images dont nous disposons sont des images classiques, et dont notre intuition, on est obligé de la bâtir avec des images classiques, qui donc sont un peu bizarres, un peu étranges. Et je crois que c'est ça qui fait tout l'intérêt. C'est ce qui fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est loin d'avoir achevé. La physique n'est pas une science achevée. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? David a quelque chose. Tous ces modèles et l'éther, par exemple, ont plongé Maxwell dans de gros problèmes. Il a fallu 40 ans pour comprendre véritablement le contenu de la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. C'est Einstein qui a dit « Il n'y a pas d'éther, on n'a pas besoin de l'éther ». C'est lui qui a compris la beauté et la symétrie sous-jacente de la théorie de Maxwell. Nous sommes tous des esclaves de l'histoire et de notre propre histoire personnelle, mais aussi de notre histoire culturelle. Aucun d'entre nous ne connaît l'avenir, mais je soupçonne, vu le passé et les problèmes que nous continuons à rencontrer lorsque nous devons réfléchir à la signification et à l'interprétation de la mécanique quantique, je continue à soupçonner que nous sommes encore plus proches de Maxwell que d'Einstein. Aurions-nous eu Einstein s'il n'y avait pas d'abord eu Maxwell? C'est ça la question. Eh bien, continuez à vous occuper de Maxwell, moi je m'occupe d'Einstein. Eh bien, le moment est venu de passer le micro à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. À propos des expériences en cours au CERN, le LHC, pensez-vous que les résultats vont faire avancer de façon majeure la mécanique quantique? I hope. J'espère et je soupçonne qu'il y aura des percées et des avancées. Évidemment, elles seront en mécanique quantique puisque le monde est quantique. D'ailleurs, dans ma conférence d'aujourd'hui, j'aborderai un aspect particulièrement nouveau de la nature qui fait l'objet de spéculations pour certains d'entre nous et qui pourrait éventuellement être observé au LHC et que l'on peut décrire comme étant des dimensions quantiques de l'espace-temps, comme j'essaierai de l'expliquer ce soir donc. Mais effectivement, le LHC a la capacité d'ouvrir la voie
vers un domaine où nous commençons à concentrer nos études. Nous sommes d'ailleurs forcés de le faire. C'est la mécanique quantique de l'espace et du temps lui-même. Le phénomène dont je parlerai, c'est la supersymétrie que nous espérons découvrir au LHC. C'est une version un peu atténuée de cela, la version la plus extrême sur laquelle nous spéculons pour des distances encore plus courtes ou des énergies plus élevées échappe à notre portée pour l'instant. Mais en tout cas, cet aspect-là de dimension nouvelle de l'espace, de nouvelle symétrie de ce nouvel espace, ces nouvelles dimensions étant de mécanique quantique, constituent un des objectifs premiers du LHC, dont le but est de savoir précisément si cette possibilité existe ou pas. Mais il y a encore bien autre chose que le LHC fera, bien sûr. Mais c'est peut-être là que porte l'espoir premier pour une bonne partie des gens qui font partie de la communauté des physiciens théoristes. Puisque l'on parle de physique classique et de physique quantique, quelle est votre approche de la connexion, de l'unification entre ces théories? Le monde, c'est de la mécanique quantique. On l'a appris il y a 100 ans. Tout relève de la mécanique quantique. Et toute compréhension supplémentaire d'une monde macroscopique, nucléaire, subnucléaire, etc., dont certaines compréhension tout à fait étonnante du monde subatomique et de certaines forces subatomiques repose sur la mécanique quantique. La mécanique quantique n'a échoué nulle part. Depuis le début de la mécanique quantique, sa validité n'a jamais été remise en question en tant que système conceptuel. Il est extrêmement difficile d'ailleurs d'imaginer qu'elle puisse changer. Parmi ceux qui explorent les limites extrêmes de la frontière, personne ne remet en cause l'existence de la mécanique quantique. Jusqu'à ce que l'on arrive aux questions les plus difficiles qui soient, par exemple le Big Bang, la nature de l'espace et du temps à des distances incroyablement réduites. Là, on en arrive aux limites de l'applicabilité de notre cadre théorique actuel qui est la mécanique quantique, je le répète encore. Certains éléments donnent à penser qu'il va falloir que nous changions de façon radicale certains de nos concepts, comme on le fait parfois en physique, mais pas la mécanique quantique en tant que telle. Néanmoins, puisque la mécanique quantique constitue en quelque sorte la base, le cadre de base dans lequel nous décrivons le monde, si nous modifions de façon radicale nos notions d'espace et de temps, ce qui pourrait bien arriver, cela aura une incidence sur notre interprétation de mécanique quantique du monde. La mécanique quantique et la description dynamique du monde sont étroitement liées. La théorie des cordes, telle qu'elle est comprise, et elle en est elle aussi à ses premiers balbutiements, est une théorie de mécanique quantique. Pas très différente d'ailleurs de notre description de mécanique quantique relativiste traditionnelle, de l'électricité, du magnétisme ou des forces faibles ou fortes. Il y a des aspects différents qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur le cadre général des théories de mécanique quantique, y compris sur la gravité, mais c'est de la mécanique quantique pure et dure. Et dans ce cadre-là, rien n'a jamais laissé apparaître l'idée que l'on serait obligé de modifier en quoi que ce soit les règles fondamentales de la mécanique quantique. D'autres questions? Vous avez une question? Non?
Alors je voudrais revenir un petit peu sur puisqu'on avait commencé un peu à parler des applications. Moi, je voudrais vous demander si vous pensez qu'après finalement un siècle de mécanique quantique, bon, je sais bien qu'ils ont dit qu'il y avait plein de nouvelles applications possibles, mais si vous voyez des nouvelles applications ou peut-être des choses qui sont en train de démarrer en mécanique quantique. Non ? Alors on va leur poser la question. Et si vous aviez à donner des très récentes applications de la mécanique quantique, ou peut-être des applications futures, mais qui sont juste à la frontière en ce moment, qui n'ont pas été exploitées depuis, on va dire, 50 ans ou 60 ans, comme le transistor, est-ce que vous donneriez quelque chose Qu'est-ce que vous donneriez comme application possible on va dire dans 10 ans, dans 15 ans, quelque chose comme ça. Parce que dans 200 ans, c'est facile, personne ne peut vous contredire. Mais dans 10 ans, 15 ans. Everybody's pointing at me. Tout le monde me regarde. En fait, on envisage d'appliquer des lois de mécanique quantique au traitement de l'information. C'est déjà une question qui a été abordée dans les années 80. C'est Feynman qui a eu cette idée exotique. Il s'est dit que nous avons beaucoup de difficultés pour calculer des problèmes de mécanique quantique avec des ordinateurs classiques en raison des superpositions et des complications qu'il faut prendre en considération. Donc c'est souvent difficile d'écrire un problème en termes de mécanique quantique en utilisant un ordinateur classique. Alors il s'est dit pourquoi ne pas utiliser un système de mécanique quantique avec toutes les lois incluses pour ensuite faire ses calculs. Donc on peut le faire de façon analogique et penser à le faire également de façon numérique, comme nous utilisons nos ordinateurs aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même quelque chose d'exotique jusqu'à les années 90. Et à ce moment-là, on a commencé à se demander si c'était plus utile que simplement accélérer quelques calculs plutôt compliqués. Et donc, on a commencé à en parler de plus en plus. Et Peter Shaw a eu l'idée de factoriser des grands nombres. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce qu'à l'heure actuelle, toute la cryptographie, tous les problèmes de cryptographie reposent sur l'impossibilité qui existe de factoriser un très grand nombre en très peu de temps. Donc, on a commencé à faire des calculs quantiques en 1995 dans le traitement de l'information. Et plus ou moins à la même époque, ou un petit peu juste avant, en se fondant sur ce qui a été fait par Alain et Nicolas Gézin à Genève, les applications de mécanique quantique en optique nous ont permis de faire de la cryptographie quantique et il y a eu donc beaucoup de progrès réalisés dans ce domaine pendant 20 ans et on peut utiliser des machines qui font de la cryptographie optique. Alors ça, c'est déjà appliqué, c'est plus vraiment à la limite, mais ensuite, dans le traitement de l'information, on a commencé à en faire en 1995 et les gens ont commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait appliquer ce genre de choses. Ensuite, on a eu un autre algorithme, comment optimiser ces calculs. Donc, si vous utilisez une base de données pour chercher quelque chose, pour regarder un nom dans l'annuaire téléphonique, et vous connaissez le nom, vous trouvez le numéro de téléphone. Mais si vous avez un numéro de téléphone et vous voulez faire le contraire, trouver le nom, si vous n'avez pas de nombre de noms, à ce moment-là, dans le pire des cas, vous allez chercher de A à Z et en général, vous devez chercher la moitié des chiffres. Glover de Lucent a eu l'idée, si on utilise les superpositions qui existent dans la mécanique quantique, à ce moment-là, vous n'avez besoin que de chercher la racine carrée du nombre d'entrées. Donc, si vous avez 1 million d'entrées, vous ne devez chercher que 1000 fois. Je vous l'ai fait simple. C'est plus compliqué que ça. Mais en utilisant les lois de la mécanique quantique, on peut accélérer des calculs et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler sérieusement. À l'heure actuelle, on essaye de voir comment on peut évoluer à la hausse et créer des ordinateurs qui font ce genre de choses, ont des applications.
Donc ça, ce sera peut-être le cas dans 30, 40, 50 ans. Donc, pour faire passer de l'information quantique, par exemple la cryptographie quantique, quand vous souhaitez simplement communiquer d'une banque à une autre banque, un code, parce que vous ne souhaitez pas que tout le monde puisse voir quel est le montant du transfert, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la cryptographie quantique, les lignes de la cryptographie quantique, et vous allez devoir le répéter sur les fibres optiques, et cette information quantique pourrait être transmise sur 50 km, multiplier donc 100 km, puis ensuite d'amplifier le tout. Mais comme vous l'avez peut-être entendu dire, ce sont des superpositions. Si vous amplifiez, ça signifie que vous devez le copier. Pour copier, vous devez mesurer et ensuite retransmettre. Mais ce n'est pas possible parce que dans l'information quantique, une fois que vous avez copié, vous avez mesuré, et en mesurant, vous détruisez l'information. Donc, il faut trouver un protocole qui vous permette de transmettre cette information en d'autres termes. C'est ce qu'on appelle le protocole de téléportation dont on a entendu parler, qui est utilisé dans différents groupes de recherche. Et ces transpondeurs, ce sont des transpondeurs quantiques et c'est la technologie de l'avenir qui va être développée assez rapidement. Ça, c'est le résultat de la recherche actuelle. Et si vous utilisez les lois de la physique quantique ou de la mécanique quantique, ces corrélations dont on parlait auparavant, vous pouvez faire des mesures de métrologie quantique, vous pouvez mesurer le temps, la longueur plus précisément. Tout cela est plus précis. Vous pouvez réaliser des mesures beaucoup plus sensibles, des forces, etc. Il y a toutes sortes d'applications au-delà des accélérations de calcul parce que les lois de mécanique quantique vous permettent d'accélérer le tout et de mesurer les choses plus précisément. Et il y a encore beaucoup d'autres applications à l'horizon. Autre exemple, à l'heure actuelle et dans les 10 années à venir, nous allons faire pas mal de progrès dans la construction de machines qui nous permettront de construire des matériaux en manipulant des atomes individuels. Disons, on prend les atomes qu'on souhaiterait avoir et on les met ensemble comme des Legos et on construit quelque chose à partir de 1000 ou de 100 000 atomes ou encore davantage. Donc ce serait contrôlé de façon très précise. On dirait, voilà, on veut cet atome-là et cet atome-là ici. Et vous imaginez ce que l'on peut faire. On peut construire des choses vraiment exotiques, surtout si on exploite le fait que la nature est quantique d'un point de vue mécanique et physique, et que dans ces constructions, ces machines, donc ces petites parties que l'on développe, on utilise ces effets extraordinaires de la physique quantique. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on apprend à les construire, et on est en train de le faire, il devient au fur et à mesure possible de résoudre les équations, de faire les calculs, qui nous donnent des idées quant à la façon dont ces parties vont se comporter. Donc, on peut calculer aujourd'hui à un degré de précision extrême comment quelques atomes se comportent ensemble, mais s'il y en a beaucoup, et il y a toutes sortes d'interactions extrêmement complexes, c'est simplement un problème d'ordinateur pour faire ces calculs, mais on apprend à améliorer les logiciels et le calcul pour y arriver. Donc, je pense que dans 20 ans, on va pouvoir prédire à l'ordinateur que l'on peut créer des molécules fantastiques, extraordinaires qui nous pourraient être utiles dans le domaine médical, dans le domaine pharmaceutique pour guérir d'une maladie. On pourrait ensuite le construire en assemblant les atomes, ou on pourrait concevoir un nouveau dispositif électronique avec des propriétés extraordinaires de détection et le construire, ce dispositif. Comme on construit un assemblage Lego en manipulant, en assemblant des atomes. Je suis sûre que c'est ce qui va se faire dans 10 à 15 ans. Oui. Oh, this is on the basis of individual atoms.
Alors, à la base, avec des atomes individuels, ça peut être fait, mais ce n'est pas très, très utile pour régler le problème CO2 de l'atmosphère parce qu'il y a tellement d'atomes. Pour extraire le CO2 de l'atmosphère, on a besoin d'un processus de grande envergure qui soit en même temps bon marché. Alors, pour des atomes individuels, si on procède ainsi, ça ne serait pas très réussi parce qu'il faudrait enlever des millions d'atomes de l'atmosphère. Donc, ce serait une autre démarche et encore une fois, il faudra tenir compte des lois de la mécanique physique. Me donne l'occasion de dire que ces problèmes d'environnement, de gaz à effet de serre, il faut en parler en utilisant toute la connaissance de la science. Parce que la question que vous posez, de savoir est-ce qu'on peut décomposer la molécule de CO2 en ayant l'oxygène d'un côté et le carbone de l'autre, faut pas oublier les lois de base de la thermodynamique, les lois de conservation d'énergie. Pour faire ça, même si vous avez un processus efficace pour le faire, il faut fournir de l'énergie pour séparer le carbone de l'oxygène. Parce que, pourquoi a-t-on du CO2 ? C'est parce qu'on a fait brûler du charbon pour fabriquer de l'énergie, pour avoir de l'électricité. Mais l'opération inverse va demander de l'énergie. Donc, le point que sur lequel je veux insister ici, c'est que il faut apprendre la physique parce que on ne peut pas juste régler les problèmes d'environnement par des incantations. Il faut connaître les lois de base. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez décomposer le CO2 en carbone et oxygène, il faudra de l'énergie. Cette énergie, vous allez la fabriquer comment ? Donc, vous avez simplement repoussé le problème d'un cran. Donc, je vous encourage tous, même si vous ne faites pas de la physique quantique, au moins apprenez quelques lois de base de la physique, comme par exemple la conservation de l'énergie. Ça me met en rage chaque fois que dans les journaux, je vois des gens qui proposent des solutions qui clairement violent la loi de conservation de l'énergie. Celle-là, je vous assure, on n'a pas encore trouvé de physiciens qui connaissent de méthodes pour violer la loi de la conservation de l'énergie. Donc, résoudre les problèmes, il faut les faire en respectant les faits connus. Ça n'a rien à voir avec la physique quantique, ce que je viens de dire. Mais... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah, il y a une question tout à droite. Parce qu'on sait que quand la température est proche du zéro absolu, les particules bougent bougent presque pas. Est-ce que c'est possible d'imaginer un état de la matière où les particules ne bougeraient absolument pas ? Wolfgang, maybe you want to answer that? Wolfgang, vous voulez vous y coller? That would be absolute zero. Ça, ce serait le zéro absolu. Comme ça a été expliqué hier soir, j'imagine que vous y étiez tous hier soir. Parce que sinon, il faut réfléchir en termes de température sur une échelle logarithmique. Il n'y a pas de moyen qui saute aux yeux pour mesurer la température, mis à part la température logarithmique. Donc, température de zéro moins l'infinité. Personne ne demande s'il est possible d'arriver à l'énergie infinie parce qu'ils savent très bien que ça prendrait de l'infinie énergie pour obtenir de l'énergie infinie. Mais les gens demandent est-ce qu'il est possible de arriver au zéro absolu alors que l'on comprend physiquement parlant qu'il faudrait un temps infini pour refroidir au degré absolu, à l'état où toutes les particules seraient au repos, enfin en termes classiques du terme, ne bougeraient plus. Il vaut mieux voir cela en termes d'échelle logarithmique où chaque unité mesure un facteur de 10. Et 0, c'est à une distance infinie. Wolfgang, permettez-moi de compléter. Bon, arriver au zéro absolu et faire en sorte que les particules ne bougent plus.
une des réponses à cette question, ce n'est jamais possible d'arriver au zéro absolu parce qu'il faut réduire la température et on ne pourra pas arriver au zéro absolu. Enfin, ça dépend. Quelle est la matière qui vous intéresse? Si vous gelez l'eau, une fois que l'eau est gelée, vous avez créé du H2O à sa température la plus basse. Si vous baissez encore davantage la température, c'est pas plus important parce que ça n'a plus modifié les propriétés du matériau, de la matière. Et comme le professeur Manhart, notre groupe ici étudie des systèmes d'état de condensation où on arrive à des températures tellement basses que les atomes ne bougent plus et se comportent différemment. Donc, la matière a des propriétés qui vous donnent une idée de la façon dont la matière se comporterait au zéro absolu. Donc, à une approximation grossière. Hier, j'ai parlé de condensat Bose-Einstein, j'ai parlé de superfluidité. Dans ces états-là, c'est comme si ces particules étaient proches zéro absolu. Et dans certains autres matériaux, d'autres matières, il y a encore des mouvements et il faut baisser la température encore davantage, des picokelvin, des femtokelvin, pour avoir une idée de la façon dont la matière se comporterait au zéro absolu. Cette matière-là, en tout cas. C'est intéressant votre question parce que vous avez posé la question en partant du principe de physique classique. Vous avez demandé s'il est possible d'arriver à zéro absolu et qu'à ce moment-là, tout s'arrêterait. D'accord? Mais en physique quantique, on dit les choses différemment. Même si c'était possible d'arriver au zéro absolu, alors que ce n'est pas possible, d'arriver au zéro absolu, les choses ne s'arrêteraient pas parfaitement. Parce qu'à ce moment-là, vous pourriez trouver des électrons à une position particulière, ce qui n'est pas autorisé. Donc, en physique quantique, on dit même au zéro absolu, il y a toujours des mouvements, il y a toujours de l'activité. Et c'est pour cette raison que le professeur Ketterle a fait très, très attention en répondant. Il a dit, vous pouvez mesurer les propriétés de la matière comme elle se comporterait au zéro absolu. Mais même à ce niveau-là, on ne serait pas à un arrêt total de l'activité. Et ça m'interpelle. Ça n'interpelle pas mes collègues. Le vide total, le vide parfait n'est pas sans énergie. Même en vide parfait, il y a quand même un tout petit peu d'énergie. Ça n'existe pas, le vide parfait. Parfait, parfait, parfait. D'autres questions? Wolfgang, je reviens sur la question parce que le zéro absolu, ça me tient à cœur, vous l'aurez compris. Et quand on parle d'arrêt total de mouvement, ça, je peux vous l'expliquer en quelques phrases. Il y a mouvement et il y a mouvement. Il y a différents types de mouvements. Il y a le mouvement thermique, qui est un mouvement aléatoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le mouvement de zéro ou point zéro qui en fait a trait à la fonction d'onde des particules. Si on décrit les atomes et on se rapproche du zéro absolu autant que faire se peut, les atomes eux-mêmes ne vont pratiquement plus bouger. On a pratiquement enlevé tous les mouvements, mais l'électron, lui, continue à tourner autour du noyau. Mais c'est ce que doit faire l'électron. C'est ce que l'électron doit faire pour rester à cet état de basse énergie, zéro absolu. Cela signifie que tous les états doivent être dans les états les plus bas possibles. Et dans des atomes, dans une grande pièce, les atomes, l'énergie la plus basse, c'est de réduire la visualité pour en être pratiquement un arrêt total. Mais pour l'électron et le proton, ils doivent continuer à... Bon, on ne va pas prendre les orbites au sens propre du mot, mais même en termes de physique quantique, ils doivent continuer à tourner autour. Mais ce mouvement-là, ce n'est plus un mouvement aléatoire.
c'est l'état quantique le plus bas possible et ce mouvement continue à exister même aux alentours du zéro absolu. Donc, réduire le mouvement, ça veut dire réduire le mouvement excessif, le mouvement aléatoire ou le mouvement lié à l'excitation thermique. Mais oui, en fin de compte, la matière quantique va se comporter comme la matière quantique, même au zéro absolu. Une autre question? Dans un microphone, s'il vous plaît. Allez-y. Qu'un photon soit une onde ou soit une particule selon si on l'observe ou pas. L'idée que c'est soit un photon, soit une particule, suivant qu'on observe ou pas, encore une fois, comme chaque fois qu'on essaye d'utiliser des mots classiques ou des images classiques pour décrire une propriété quantique, on risque une incompréhension. Pendant longtemps, un certain nombre des gens qui réfléchissaient au fondement de la mécanique quantique ont utilisé des mots comme cela, c'est-à-dire des mots du genre finalement c'est l'appareil de mesure qui détermine le comportement. Et c'est vrai dans un certain nombre de cas, mais en fait la physique quantique est encore plus subtile que ça, et on connaît un certain nombre de cas où on ne peut pas dire que c'est l'appareil de mesure qui fait que parfois ça va ressembler à une onde ou parfois ça va ressembler à une particule. Et donc je vous mets en garde contre ce genre de questions. D'abord, je ne peux pas y répondre. Et je pense qu'il y a 50 ans, ou peut-être plus, 80 ans, quand les gens parlaient du microscope de Heisenberg, par exemple, qui est quelque chose dont on parlait au début de la physique quantique, on avait cette idée qui aujourd'hui apparaît un peu naïve, que effectivement l'appareil de mesure va perturber l'objet quantique, et en perturbant l'objet quantique, il va le forcer à se comporter soit comme une onde, soit comme une particule. Aujourd'hui, on sait que les choses sont plus subtiles que ça, et qu'il y a un certain nombre de cas où il n'y a aucune perturbation objective de l'objet, et pourtant, on est obligé d'accepter qu'il se comporte soit comme une onde, soit comme une particule, alors qu'on n'a rien fait de particulier pour le perturber. Donc, voilà, ça fait partie de la difficulté des choses. Encore une fois, on bute sur le fait que chaque fois qu'on veut utiliser des images classiques ou des mots classiques, c'est bien jusqu'à un certain point, mais il faut savoir qu'il ne faut pas le prendre. Encore une fois, je plaide pour l'utilisation de choses comme ça, mais tout en sachant qu'à un certain moment, ça ne va plus marcher. What do you think? Would you agree with that? Heisenberg. Vous êtes d'accord que le microscope d'Heisenberg, c'est pas la fin de l'explication, c'est pas cette interférence qui fait que ça soit comme cela. Alors, être une onde ou être une particule, c'est beaucoup plus inhérent à la nature des objets. Ce n'est pas parce que c'est quand on le mesure que ça se présente, ça existe. Cette nature double, c'est comme cela qu'il faut voir les choses. C'est cela la nature, cette dualité de la nature. Au milieu, allez-y. Si l'électron il arrêtait de bouger, qu'est-ce qui se passerait? Mais il ne peut pas ne pas bouger, il ne peut pas s'arrêter de bouger. C'est comme ça, c'est le propre de l'électron de bouger parce que c'est une onde, en termes de mécanique quantique. Et quand il y a onde, il n'y a pas d'arrêt de mouvement. Ou pour dire les choses différemment, vous pensez, quand vous êtes fatigué, que vous voulez vous reposer, vous ne voulez plus bouger, mais l'électron qui bouge autour de façon mécaniquement quantique, autour du noyau de protons dans l'atome d'hydrogène, ferait un effort supplémentaire, d'énergie supplémentaire pour bouger plus lentement. Vous comprenez?
Parce qu'une onde qui bouge plus lentement, c'est une onde qui a une plus grande longueur d'onde. Elle est plus longue, la longueur d'onde. Et si vous voulez donner une longueur d'onde supplémentaire à l'électron pour qu'il bouge plus lentement, il vous faut une plus longue longueur d'onde. Et donc, ça veut dire qu'il est encore plus éloigné du proton et de la charge positive. Et ça prend de l'énergie. C'est comme cela que ça marche, la mécanique quantique. Le mouvement, c'est en fait le moindre effort pour l'électron. C'est l'état d'énergie le plus faible possible et c'est pour cette raison qu'il reste toujours en mouvement. Jochen. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur Ketterle. Je ne puis qu'abonder dans son sens. Ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est d'enlever l'électron du noyau. C'est-à-dire qu'on aurait un électron libre qui se promène comme ça dans l'espace et qui ne sent plus autour de lui la présence de noyaux. À ce moment-là, en principe, cet électron libre, on pourrait presque l'arrêter. Donc, on aurait peut-être cet électron libre qui se retrouve sur la table devant vous, mais pas autour d'un noyau. Autour d'un noyau, il tourne, il bouge. Oui, on pousse le bouchon plus loin. On reprend notre électron libre. Il est là. C'est un gadget. Hein? On l'attrape. On le met dans une cage, dans un piège. C'est possible avec des champs magnétiques ou avec un champ électrique. On peut le piéger. Donc, disons que j'arrive à le piéger, mon électron. Alors, vous allez me dire, mais mon électron, il ne bouge plus. Mais il me faut mesurer pour vérifier si cela est vrai ou pas. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut que je détermine de façon précise où se trouve l'électron à un moment T. Ce n'est pas facile, mais disons qu'on peut y arriver jusqu'à un degré de précision. Et on découvre en faisant ces mesures tout le temps qu'il y a une certaine incertitude quant à la position. Et qu'on a des probabilités qui se trouvent dans une région donnée. Donc on se retrouve dans des histoires de probabilités même pour situer l'électron. Et plus on essaie de le situer, cet électron, plus il va bouger. Et le contraire est vrai également. C'est ce qu'expliquait Heisenberg. Donc même si on le piège, il y a une incertitude de position. Et donc, on a une incertitude quant au mouvement résiduel de l'électron. C'est comme cela que se comporte une onde. Et cette façon de se comporter comme une onde, c'est ce que nous interprétons comme ce mouvement résiduel qui nous permet de le situer. David, Alain, vous vouliez intervenir? Ces questions, savoir si on peut immobiliser un électron, des choses comme ça, reviennent aux questions qui étaient évoquées il y a un petit moment de qu'est-ce que ça veut dire refroidir de façon ultime jusqu'au zéro absolu. Et peut-être qu'on peut donner un éclairage un petit peu différent qui a déjà été suggéré par quelques réponses. Et d'abord considérer un seul objet et ensuite nous prendrons un ensemble d'objets, ce qui va nous augmenter la subtilité. Si j'ai un seul objet, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que j'ai réussi à le mettre dans l'état d'énergie le plus bas possible? Et ça, nous savons le faire. C'est-à-dire que, comme Rainer a dit, si j'attrape l'électron dans un piège, les états d'énergie possibles pour l'électron dans un piège sont quantifiés. On a un premier état, un deuxième état, un troisième état. Si on arrive à le mettre dans l'état le plus bas d'énergie, eh bien, en quelque sorte, on a extrait de lui toute l'énergie possible et on ne peut pas en extraire davantage. Et c'est l'état de repos le plus parfait auquel on puisse penser en physique quantique. Et pourtant, à cause de ce qu'on a dit sur les lois de la physique quantique, il a quand même une certaine vitesse résiduelle. En quelque sorte, il est en train de rebondir sur les parois du piège. Mais comme c'est l'état le plus bas possible, c'est en quelque sorte la température la plus basse. Ça, c'est quand j'ai un objet. Maintenant, quand j'ai beaucoup d'objets,
il y a une autre notion, je vais employer un mot, ça s'appelle l'entropie, qui est en quelque sorte l'idée de désordre. C'est-à-dire, j'ai un grand nombre d'objets, et l'idée de désordre, c'est que tous ces objets ne sont pas décrits exactement de la même façon. Si j'arrive à contraindre tous ces objets à se comporter exactement de la même façon sur le plan quantique, par exemple, les électrons dans un supraconducteur, comme ce que fait Johann Nanhart, ou par exemple les atomes que nous avons dans les condensats de Bose-Einstein. Alors s'ils ont tous exactement le même comportement quantique, si nous les décrivons tous par la même fonction d'onde quantique, en pensant au concept d'entropie, nous disons qu'en quelque sorte c'est comme si c'était le zéro absolu. Parce que c'est l'ordre parfait. L'ordre parfait, c'est le fait qu'ils marchent tous au même pas, comme l'a dit Wolfgang dans sa conférence hier soir. Donc, ces affaires de zéro absolu, de température, etc., comme vous le voyez, ça demande un petit peu de raffinement dans la description. Et je pense que c'est important de comprendre que les notions ne sont pas du tout les mêmes suivant qu'on pense à une seule particule ou qu'on pense à un grand ensemble. Merci. Juste très bref parce qu'on va devoir... Just to briefly amplify. Très brièvement, pour essayer de dissiper une confusion, la température est une notion statistique. On ne peut pas définir la température d'un électron isolé. Ça n'existe pas. Cela ne s'applique qu'à un grand nombre, qu'à un système composé d'un grand nombre de composants. Et précisément, uniquement, lorsqu'il y a un nombre pratiquement infini de composants. Mais la température est également la mesure, dans un gaz individuel par exemple, dans un gaz simple, et la mesure de l'énergie cinétique, du mouvement moyen des molécules. Assurément, on peut arrêter le mouvement d'un atome ou d'un électron isolé, unique, en partie parce que les niveaux d'énergie sont quantiques. Mais quand vous avez un grand nombre d'objets, il existe une barrière qui s'oppose à ce que l'on abaisse la température à zéro. Même si l'énergie cinétique d'un atome individuel peut être réduite à zéro, pour la bonne raison qu'il y a tant et tant d'états, tant d'entropie, comme Alain vient de le dire, tant de possibilités où il y a encore un petit peu plus d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle il faut un temps infini pour réduire l'énergie moyenne d'un nombre infini d'atomes à zéro. Donc je pense qu'on va faire comme les atomes, on va sortir de notre état fondamental, on va passer à la suite du programme. Donc je vais passer la parole à Jean-Luc Soudan qui va vous expliquer la suite du programme. Essentiellement, vous allez avoir des rafraîchissements où vous allez pouvoir continuer à discuter avec les orateurs. Donc n'hésitez pas à aller leur poser la question que vous n'avez pas osé leur poser pendant l'exposé, etc. Et puis ensuite, vous allez pouvoir visiter le Physiscope à l'Université de Genève, qui est un endroit où vous allez toucher un peu du doigt, entre guillemets, ces phénomènes quantiques dont on a parlé. Mais avant de faire ça, je crois qu'on va d'abord vous remercier pour toutes vos questions et aussi remercier les 5 orateurs d'y avoir répondu.